Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour cette session de ce matin du CPA sur le tracking. Donc, sujet important du moment pour commencer la journée. C'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais c'est un sujet qui est quand même primordial dans le suivi des activités. Rapidement, donc le cadre de présentation de ce webinaire, c'est donc le tracking avec le collège techno du CPA. Un deuxième webinaire a lieu juste après, à 11h, toujours organisé par le CPA et le collège techno du CPA sur le marketing responsable, le marketing digital responsable. Donc, si jamais vous êtes encore disponible sur le créneau d'après, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce deuxième webinaire. Rapidement, le CPA, donc c'est un collectif qui existe depuis maintenant pas mal d'années, qui rassemble 500 sociétés et qui représente 10 000 salariés sur le marché français, sont les acteurs du marketing digital. Donc, ce sont un ensemble d'entreprises qui accompagnent les annonceurs sur l'acquisition digitale et sur le marketing digital au sens large. Le CPA organisé en différents collèges. Donc là, en l'occurrence, je parlais du collège techno. Donc, c'est les acteurs techno du CPA qui se sont rassemblés autour de ce collège. On a un collège autour du lead, donc la génération de leads. On a un collège autour de la performance. On a un collège autour de la formation et donc il y a différents collèges qui peuvent exister. Et plus récemment, il y a un collège des annonceurs qui a été créé. Ce collège permet justement aux annonceurs de rejoindre le CPA de façon à pouvoir remonter, échanger, donc déjà échanger entre eux et remonter les sujets sur lesquels ils ont besoin de plus de pédagogie, plus de lecture, plus d'informations. Ce collège est tout juste en création. On va organiser mi-juin un événement sur Paris, donc à Bastille. Donc ce sera un événement physique. Dans un premier temps, on organisera par la suite des événements digitaux, donc pour les non parisiens. Là, le premier, il va être organisé sur Paris. On communiquera dessus, donc n'hésitez pas à revenir vers le CPA pour suivre ces événements et ces actualités qui font évoluer le marché et le métier. Je vais laisser la parole à chacun des intervenants d'aujourd'hui qui sont présents. Je vais laisser la parole à Alioune de façon à ce que chacun puisse se présenter rapidement. Merci Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Alioune, donc je suis responsable de l'équipe Global Support côté Ewin. Donc avec mon équipe on est en charge de toutes les problématiques tracking, annonceurs et éditeurs. Ewin c'est une plateforme d'affiliation qui est présente dans 15 pays avec à peu près de 1200 collaborateurs avec une forte expertise métier depuis une vingtaine d'années. Donc je laisse la parole à Sarah. Merci Alioune, bonjour à tous. Donc je suis Sarah, consultante chez Commanders Act. J'ai une double casquette. Je suis à la fois Customer Solution Architect, donc c'est-à-dire tout ce qui est technique pour aider mes clients à mettre en place tout leur tracking, mais également responsable de tout ce qui est formation et certification pour les produits Commanders Act. Merci Sarah. Donc nous concernant, je ne me suis pas présenté. Donc Christophe Bosquet, je suis le cofondateur de Definity. Donc Definity, une agence d'acquisition digitale, donc avec le métier historique qui est l'affiliation, donc avec une plateforme d'affiliation et également d'autres métiers, le search, le social et l'influence. Donc on existe depuis 22 ans. On est présent sur les différents marchés européens. Elias. Merci Christophe pour cette intro, bonjour à tous. Elias Bricky, cofondateur de Complify Performance et aujourd'hui directeur technique du groupe Complify. J'ai commencé ma carrière dans l'affiliation, en particulier le suivi statistique, et donc aujourd'hui spécialisé donc, dans le marketing, l'emailing à la performance et beaucoup plus globalement, on va dire, tout le suivi statistique des différents leviers connus. Merci Elias. Et Thibaut. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Thibaut Laveillard, je suis directeur associé chez Wizali. Wizali, c'est une plateforme SaaS d'attribution-contribution, RGPD compliant, donc aujourd'hui ça compte. Et la particularité de Wizali, c'est justement d'aborder la problématique de l'attribution, principalement avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la plateforme est ce qu'on appelle 100% data-driven, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes de machine learning qui vont permettre de déterminer quelle est la performance exacte de chacun des investissements d'un annonceur à l'intérieur de son mix média. Donc évidemment, l'enjeu qu'il y a derrière pour l'ensemble de nos clients, c'est l'optimisation de leur dispositif
qui soit online, qui soit offline, et que le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle l'omnicanalité, que le chiffre d'affaires soit réalisé par ces campagnes directement sur le site internet ou via des effets web to store, du chiffre d'affaires qui va être généré en boutique. Donc voilà, c'est de pouvoir prendre en considération tous les éléments, on va dire toute la donnée du marketing pour optimiser ces dispositifs. Voilà. Merci Thibaut. Donc comme vous pouvez le voir, on a un bon parterre d'intervenants et de haut niveau qui vont pouvoir vous accompagner sur les différents sujets autour du tracking. Pourquoi on a choisi ce sujet du tracking qui peut devenir assez récurrent, mais qui devient aussi important ces derniers mois? Parce qu'il y a eu un événement qui a commencé à arriver et qui va continuer à arriver dont vous avez dû tous entendre parler, qui est la fin des cookies tiers, qui est la fin d'une méthode qui est utilisée pour le tracking, pour le profiling. Donc c'est un outil qui est utilisé depuis le début d'Internet sur ces méthodes de tracking, de mesure et au-delà. Apple a annoncé la fin des cookies tiers il y a déjà quelques temps. Google a annoncé la fin de leur côté dans les mois à venir. Donc, ça peut arriver à tout moment. Et donc, c'était le bon moment pour faire un petit état des lieux sur les alternatives. L'objectif, c'est d'évoquer les alternatives. On ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de tous les possibles et tous les points. Par contre, comme vous pouvez voir, on est assez nombreux au sein du Collège Techno pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des sujets précis. Et là, on pourra vous accompagner plus en détail. Tout d'abord, petit préambule sur le pourquoi je parlais d'Apple, je parlais de Google, la fin des cookies tiers. En réalité, ce n'est pas juste la fin des cookies tiers, c'est qu'il y a un changement également réglementaire. Donc depuis maintenant plus de 2 ans, il y a eu déjà un premier changement réglementaire qui était autour de la mise en place des RGPD en France. Plus dernièrement, enfin en France et en Europe, pardon. Plus dernièrement, on a eu les lignes directrices de la CNIL qui sont arrivées, donc qui sont en place depuis le 1er avril 2021 en France. Et à côté de ça, la géopolitique qui est venue s'installer avec plus récemment encore, il y a 2 semaines, le Digital Marketing Act et le Digital Service Act qui ont été signés au niveau européen, donc à Bruxelles, qui font que il y a des nouvelles règles à devoir respecter, donc des nouvelles règles juridiques, mais qui sont faites pour protéger les utilisateurs et protéger les consommateurs, à respecter de façon à pouvoir continuer à faire de la mesure. Donc, ces règles-là ont déjà un premier impact. Donc, c'est un environnement qui est, on parle d'instable, mais un environnement qui est bouleversé par ces premiers changements-là. En parallèle, on a un deuxième changement qui sont les contraintes techniques. Donc, je parlais d'Apple et de Google par rapport aux cookies tiers, mais également Apple qui bloque la remontée des données dans les applications mobiles vis-à-vis de Facebook et autres acteurs avec ce qu'on appelle l'ITP. Et donc, toutes ces chamboulements font que les méthodes traditionnelles de tracking, les méthodes traditionnelles de la mesure, comme depuis plus de 20 ans, sont amenées à totalement évoluer. Dans le même temps, on est dans un contexte où il n'y a jamais eu autant d'internautes en France, on n'a jamais eu autant de consommateurs en France et même sur le digital en règle générale. Donc, on a une véritable croissance qui a été encore plus accélérée ces 2 dernières années avec le Covid, une croissance de l'usage du digital pour l'e-commerce. Donc, il y a une véritable enjeu à continuer à être présent et à être bien présent sur le digital parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde à toucher par ce moyen-là. Et toujours dans la même période, on se retrouve dans une période où le pluralisme digital n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de sites web, il n'y a jamais autant d'applications mobiles, il n'y a jamais autant de lieux de consommation du digital. Donc, il n'y a jamais autant de lieux de présence que vous devez couvrir quand vous êtes annonceur. Là où on pouvait se dire, il y a encore quelques années, il y avait des concentrations, il y avait les fameux GAFA qui concentraient de plus en plus d'utilisateurs ou de temps passé sur Internet. Ces choses-là sont en train de changer. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de temps passé sur Internet qui est contrôlé par les GAFA. Il y a de plus en plus de lieux de consommation du digital qu'il faut aller couvrir. Il y a de plus en plus de plateformes sociales. On parle quand même de 17 plateformes sociales dans le monde qui comptent plus de 300 millions d'utilisateurs et 6 qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs. Et donc, en tant qu'annonceur, pour toucher l'ensemble de vos prospects, l'ensemble de vos cibles, l'ensemble de vos consommateurs, vous devez être présent sur un maximum de ces leviers, un maximum de ces lieux de consommation digitale. Donc, on a une instabilité technique, une instabilité juridique. Quand je dis instabilité, c'est plutôt un bouleversement
donc une adaptation qui doit être mise en place. Mais on est dans une période où le digital n'a jamais été aussi important, les lieux de présence n'ont jamais été aussi nombreux. Donc, ça veut dire qu'il faut réussir à adapter votre acquisition digitale, à adapter le tracking pour bénéficier de toute cette opportunité. Donc, il y a un véritable enjeu de croissance, un véritable enjeu de présence, de façon à ce que vous puissiez aller beaucoup plus loin. D'où la nécessité de ce webinaire de parler des alternatives et de se dire ok, c'est la fin des cookies tiers, c'est pas pour autant que la mesure est finie, c'est pas pour autant que le tracking est fini, au contraire, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, qui vont permettre d'aller même plus loin que ce qui était fait jusqu'à présent. Pour continuer le préambule, et après je laisserai la parole à Alioune, il est important de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de cookies tiers ou quand on parle de cookies first. C'est que aujourd'hui, ce qui va être arrêté, ce ne sont pas les cookies. C'est pas la mort des cookies. On a pu voir dans les médias certains articles qui disent c'est la fin des cookies dans le digital. Non, c'est pas vrai. C'est la fin des cookies tiers. La différence entre un cookie tiers et un cookie first, c'est que le cookie tiers va être un petit fichier, si on doit le schématiser, qui va être posé sur le navigateur et qui va être accessible avec un nom de domaine qui n'est pas spécifique au site sur lequel vous êtes en train de naviguer. Donc, un nom de domaine tiers va pouvoir écrire sur ce fichier, va pouvoir accéder à ce fichier. Donc, ce qui veut dire que si l'internaute navigue sur plusieurs sites, si l'acteur qui a ce nom de domaine est appelé par le biais de trackers, de pixels sur le site, il va pouvoir accéder et faire du partage d'informations entre les différents sites. C'était grosso modo ce qui pouvait être utilisé sur le retargeting, c'est de se dire, le retargeting, on va collecter, ou le profiling, on va collecter des données sur la navigation de différents sites web d'un internaute, et puis on va les exploiter sur un autre site web encore. Donc ça, c'est du partage d'informations qui permettait à plusieurs sites d'échanger des informations sur un même internaute. Le cookie first, la logique, c'est que les données vont pouvoir être posées uniquement sur le domaine du site sur lequel vous êtes et vont pouvoir être lues uniquement sur le domaine du site sur lequel vous êtes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de partage d'informations, il n'y a pas de partage de données fait par le cookie first avec d'autres sites web. Donc, ça protège les données d'utilisateurs et ça permet de cadrer, d'enfermer les données sur une exploitation, sur un domaine et un objectif bien précis d'un site web. Le first party cookie est accessible sur tous les navigateurs, là où le cookie tiers, comme je disais, n'est plus accessible sur Safari déjà depuis 2 ans maintenant, et bientôt, et donc ça peut tomber à tout moment dans les mois à venir, sur Google Chrome. Google avait annoncé il y a 1 an et demi que ça allait être arrêté dans 2 ans, grosso modo. Donc, dans les mois à venir, Google va couper l'utilisation des cookies tiers. Donc, on est vraiment dans un cadre de partage de données, utilisation d'un domaine qui va pouvoir se balader, et de l'autre côté, des données propriétaires liées à l'usage autour d'un site web. Donc, en l'occurrence, si on parle d'un annonceur autour du site annonceur, seul l'annonceur va pouvoir exploiter ces données, ou en tout cas, les données vont pouvoir être exploitées seulement pour le compte du cadre de l'annonceur. Donc, c'est ça la distinction entre l'un et l'autre. C'est pas la fin des cookies, c'est juste la fin des cookies tiers. Ça permet à l'utilisateur d'être mieux protégé également. Donc, je vais passer la parole à Alioune sur les alternatives, et en tout cas, une alternative qui existe aujourd'hui pour continuer à mesurer malgré la fin des cookies tiers. Merci Christophe. Donc du coup, au niveau des alternatives, comme Christophe vous l'a expliqué, donc aujourd'hui, là, je vais vous présenter 2 alternatives, qui est à savoir le first party cookie et le server side. Donc comment cela fonctionne? Donc pour vous expliquer, je vais essayer de me mettre à la place d'un internaute. Donc l'internaute va cliquer sur un lien publicitaire, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Donc à ce moment-là, un cookie va se créer. Ce cookie va avoir le même nom de domaine que celui de l'annonceur. Donc, lorsque par la suite, il y a une transaction, donc la transaction va être réalisée depuis un navigateur, exemple Chrome ou Safari ou autre. Donc, quel que soit le device, donc là, comme vous pouvez le voir, soit tablette ou PC ou même smartphone, la transaction va être enregistrée côté serveur web. Donc là, vous pouvez voir le parcours du cookie. Une fois qu'il y a cette conversion, donc depuis toujours le même navigateur, le tag de conversion du partenaire publicitaire va être exécuté. Donc, une fois que c'est exécuté, ce dernier va permettre de collecter les informations relatives à la transaction.
Donc aujourd'hui, là, c'est sur le schéma du first party. Je vais maintenant vous expliquer le schéma du server-side. Donc côté server-side, le tracking est identique sur les deux étapes. Donc à savoir que lorsqu'il y a eu un clic, il y a un click ID qui va être généré. Donc ce click ID va être stocké côté site marchand ou même côté TMS, donc Tag Management System. Donc une fois qu'il y a une conversion, pareil aussi, quel que soit le device, donc la conversion va transiter sur le serveur du TMS ou du site marchand. Donc celle-ci va transiter de serveur à serveur pour atterrir sur le serveur du partenaire. Donc à ce moment-là, l'information va être suivie et la transaction va pouvoir être remontée sur la plateforme partenaire. Donc pour conclure sur ces deux schémas, aujourd'hui à l'état actuel des montages techniques, on voit qu'il y a une coexistence des deux systèmes, donc à savoir le first party et le server-side. Donc ces deux montages restent essentiels pour un suivi optimal. Donc là sur les différents schémas, donc en rouge, donc c'est le parcours du server-side et en marron le parcours du first cookie. Donc je vais laisser la parole à Christophe pour continuer. S'il y a des choses à ajouter, n'hésite pas Christophe. Oui, oui, comme le disait Alioune, c'est vraiment complémentaire, c'est-à-dire que la solution n'est pas de se dire on fait que du first ou on fait que du server-side, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable complémentarité qui peut exister entre les deux. On s'est amusé à faire un petit état des lieux du comportement de cette alternative vis-à-vis des différents navigateurs du marché. Alors, on n'a pas mis tous les navigateurs du marché, mais les navigateurs les plus importants du marché. Aujourd'hui, sur Google Chrome, donc, comme je disais, dans les mois à venir, on va avoir l'arrêt des first party cookies. Par contre, des third party cookies, les first party cookies et le server to server sont totalement compatibles sur cette partie-là. Sur Safari d'Apple, les cookies tiers sont déjà bloqués. Les first party cookies sont bloqués au-delà de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une limite qui est imposée par Apple sur Safari, sur les cookies tiers. Et le server to server, donc le server side, vient compléter cette mise en place du first party cookie. Ensuite, on a Edge et Firefox qui ont déjà commencé à mettre en place des règles de blocage sur les cookies tiers. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle une liste disconnect. Donc, les deux utilisent la même liste. Qui sont des domaines qui sont interdits d'utiliser des cookies tiers. L'objectif, ça va être pour eux, c'est à un moment donné, c'est d'arrêter complètement les cookies tiers. Donc, le cookie first sera totalement compatible et continue à être compatible sur ces deux navigateurs-là. Et le server-side vient le compléter. Quand on parle de compléter, Alioune va pouvoir justement compléter mes propos pour vous donner des illustrations et un peu plus tard dans le webinar, vous allez avoir également d'autres illustrations de tout ce que le server-side permet de faire en plus versus le tracking traditionnel par cookie. Donc là, merci Christophe. Donc là, je vais reprendre la parole. Donc sur ce slide, je vais vous expliquer un peu les avantages et les limites du server-side. Donc là, on va être focus sur le server-side. Donc premièrement, les avantages. Donc avec Christophe vous l'a expliqué. Donc avec l'ITP qui réduit la durée des cookies first en 24 heures. Donc le server-side reste la meilleure alternative aujourd'hui pour définir des durées de tracking customisées en fonction du besoin du client. Donc, on a par standard 30 jours de post-click. Donc là, aujourd'hui, avec le server-side, ça permet aujourd'hui de pouvoir paramétrer cette durée. Ensuite, avec le S2S, quelles que soient les mises à jour imposées par les navigateurs, comme on peut le voir avec l'ITP de Safari ou ETP avec Mozilla, en plus aussi des date blockers, ce dernier, donc le S2S, reste indispensable et continue à assurer le suivi malgré les mises à jour imposées. Autre point aussi, c'est côté server-side, avec la multiplication, donc surtout côté web, on a la multiplication des tags partenaires sur le site marchand, donc éventuellement, on peut avoir des ralentissements côté marchand. Le server-side, quant à lui, n'impacte pas le temps de chargement sur les pages annonceurs. Un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec les MMP, donc tout ce qui est Mobile Attribution, donc on voit que le server-side est la méthodologie privilégiée pour traquer les événements applicatifs. Donc, quand je parle d'événements applicatifs, on parle ici d'achat in-app ou de téléchargement. Donc, on peut continuer à suivre et c'est le moyen de communication souvent entre ces partenaires. Mais également aussi, donc les transactions réalisées en offline.
Donc, quand je parle d'offline, on parle ici, par exemple, d'achat en magasin, donc via du click and collect, ou bien des leads via les appels puis les call centers. Donc, aujourd'hui, vraiment avec le server-side, on peut continuer à traquer cette partie-là. Et le dernier avantage qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une meilleure collecte de données avec le server-side et aussi des signaux clients. Donc, du coup, face à tous ces avantages, il faut néanmoins aussi garder en tête que le server-side peut présenter certaines limites. Donc, en premier lieu, donc, le fait de mettre en place un tracking server-side peut représenter un coût selon les prestataires. Donc là, je vais laisser mes homologues par la suite vous expliquer selon les montages et selon les prestataires. Et le deuxième point également, c'est s'agissant d'une nouveauté. Donc, comme on peut le voir, hein, côté marketing, souvent, quand on parle de server-side, limite, il y a des idées préreçues. Donc là, il y a une vraie politique de conduite de changement à prévoir côté annonceur et côté partenaire. Ensuite, il faut également garder en tête que le tracking server-side ne couvre pas 100% des besoins du marché, notamment lorsqu'il va falloir traquer en post-impression. Et le dernier point, c'est que tous les TMS ne permettent pas la mise en place simple du server-side. Donc, je vais continuer sur cette dernière slide, ce qui va me concerner. Donc, on a voulu faire vérifier selon les différents métiers. Donc, en affiliation, donc là, je prends l'exemple vraiment de côté Ewin. Donc, on a fait une petite étude sur depuis la mise en place du server-side. Cette étude nous a montré que grâce au tracking server-side, nous avons pu mesurer 13% de transactions supplémentaires. Donc, ces 13% de transactions supplémentaires ont été identifiées comme quoi que 9% ont été bloqués à cause de l'ITP. Donc, l'ITP qui réduit la durée des first parties en 24 heures, qui aujourd'hui ne traque plus en tiers. Donc, du coup, ça nous a permis de conclure, de tirer cette conclusion. Et les 4% sont liés aux adblockers. Donc, cela montre vraiment qu'aujourd'hui, avec le server-side, il y a une meilleure mesure des actions des partenaires affiliés et on voit réellement leur potentiel en affiliation. Concernant le social media, donc le server-side permet aujourd'hui de contrer l'iOS 14 et de mieux mesurer les campagnes grâce à la connexion aux API de conversion Meta. Donc, pour le Web Analytics, donc là, idem aussi, aujourd'hui, on voit qu'il y a une meilleure suivi et une meilleure analyse des données transactionnelles. Parce qu'avec le server-side, on voit très bien que les données vont transiter du serveur marchand ou du TMS vers le partenaire. Donc, du coup, ça permet au partenaire d'avoir vraiment une meilleure suivi. Et le dernier point, c'est la partie attribut. Donc, pour la partie attribution, donc là, on a identifié que le server-side, on constate à périmètre constant une attribution ISO avec le client-side. Donc, du coup, je vais céder la parole peut-être à Sarah ou à Christophe. Et si éventuellement il y a des choses à ajouter ou des questions, n'hésitez pas. Alors là, je vais laisser la parole à Sarah et Elias sur la partie légale. Et en premier, c'est à Sarah. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Alioune. Alors, que dit le légal? Effectivement, ça suscite beaucoup d'interrogations sur le marché. D'ailleurs, on a déjà eu des questions à ce sujet dans le chat ce matin. Que dit le légal? Alors, avec vous ce matin, je vais tenter de démystifier les deux idées reçues les plus classiques à propos du server-side d'un point de vue légal. Et puis, on va regarder aussi dans quelle mesure est-ce que vous devrez impliquer votre DPO. Donc, pardon, excusez-moi, je tente de changer la slide. Voilà, très bien. Alors, les deux grandes idées reçues. Est-ce que le tracking en server-side permet d'échapper au consentement? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que la loi a beaucoup évolué ces dernières années, vous le savez. Le marché est maintenant restreint avec des contraintes légales qui sont assez fortes. Il y a de ça presque 4 ans, en 2018, on avait la première ébauche de la CNIL qu'on connaissait. À l'époque, on demandait un consentement qui soit implicite ou explicite, c'était toléré à l'époque le consentement implicite. Mais depuis l'an dernier, on doit absolument obtenir le consentement explicite de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il doit avoir une interaction avec le bandeau. Donc évidemment, même si on fait du tracking en server-side, ça ne change absolument rien à la loi en cours. Donc oui, bien sûr, il faut appliquer le choix de l'utilisateur pour avoir le droit de collecter quelque information que ce soit. Server-side vous permet bien sûr de collecter, de transmettre des informations, mais il faut garder à l'esprit
que la loi est quand même là et qu'il faut quand même s'y conformer. La plateforme server-side va appliquer un filtre automatiquement sur les flux de données. On va pouvoir empêcher que les données soient transmises aux partenaires si l'utilisateur a refusé le tracking, bien entendu. Est-ce que le server-side est compatible avec le recueil du consentement? Mais oui, évidemment. On a toujours cette pop-in pour collecter le consentement qui est disponible autant sur le web que sur les desktops que sur les mobiles. Le server-side va vous transmettre les données. La plateforme server-side mémorise les données, mais ne les transmettra, comme je vous disais, que dans le cas où l'utilisateur a bien et bien accepté la transmission de ces données et de ces informations. Donc, évidemment, seules les données consenties seront possibles de les transmettre. Et mon DPO dans tout ça, parce que on va dire, d'accord, très bien, je fais une implémentation server-side, c'est top. Est-ce que je dois impliquer mon DPO? Alors, lorsqu'on fait une implémentation server-side, ça peut être parfois l'occasion de revamper un peu son data layer, d'y ajouter des nouvelles informations à traquer. Alors, comment vous dire? Si vous décidez que votre data layer est bien en l'état et que toute l'information que vous collectez déjà côté web vous suffise, alors vous n'aurez pas besoin de validation de votre DPO puisque vous collectez toujours les mêmes informations dans le même objectif, dans les mêmes finalités. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place le server-side sans aucune validation préalable. Par contre, on a de nouvelles données qui sont collectées. Si, par exemple, vous souhaiteriez collecter des nouvelles informations que vous ne collectiez pas auparavant via navigateur, alors là, bien sûr, vous aurez besoin de la validation de votre DPO. Donc, il faudra faire tout le cheminement de votre process interne pour valider que vous êtes bel et bien autorisé à collecter ces nouvelles informations. C'est très important. Ça va vous protéger en cas de problème. Donc, pensez bien, si vous collectez des nouvelles informations, il peut y avoir un tenant légal et c'est important d'en discuter. Dans tous les cas, il est important et je vous dirais que vous a bien sûr pour objet on a un problème de... Sarah, un petit souci technique. Ouais, petit problème de son avec Sarah. Ouais, donc avant que Elias reprenne la suite, le temps que Sarah revienne, juste une petite précision par rapport à ce que disait Sarah sur le consentement, c'est que le cadre du consentement, qu'on soit en server-side ou qu'on soit en client-side, est le même d'un point de vue légal. Alors par rapport à ce que disait Sarah, petit ajustement, c'est que ça ne nécessite pas le consentement pour envoyer des données en server-side. Ça veut dire qu'il faut appliquer les mêmes règles. C'est-à-dire qu'il y a des données qui peuvent être partagées sans consentement. Ça, je vous laisse vous référer à la CNIL aux lignes directrices de la CNIL pour avoir justement cette précision sur ce qui dépend et ce qui nécessite le consentement de l'utilisateur pour partager l'information versus ce qui ne nécessite pas le consentement de l'utilisateur. Je prends juste un exemple rapide par rapport à une mise à jour que la CNIL a fait il y a maintenant 15 jours sur leur FAQ. Quand vous travaillez avec des acteurs de cashback et des acteurs de reward, étant donné que le service de cashback et des rewards est un service expressément demandé par l'utilisateur, à partir du système de cashback et du système de reward, il n'y a pas besoin de demander son consentement à l'utilisateur quand il arrive sur le site marchand pour permettre de collecter les informations et de partager les informations. Ça, je vous laisse regarder sur le site de la CNIL, sur le FAQ des lignes directrices de la CNIL qui a été mis à jour il y a maintenant 2 semaines. Donc, le consentement n'est pas obligatoire, c'est que le server-side doit respecter les mêmes règles que le client-side par rapport au consentement, par rapport aux données qui sont partagées. Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il y a des données qui peuvent être partagées sans avoir besoin du consentement. Donc, c'est là où il y a la complexité qui est amenée par ces lignes directrices de la CNIL, c'est qu'il faut après faire la part des choses, de dire quel est le mapping des données qui existent, quel est le mapping des données qui sont à partager et qu'est-ce qui dépend de la loi ou pas. C'était juste une petite précision, le temps que Sarah revienne. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir meublé. Pardon pour le couac technique, la magie du direct et des connexions Internet qui nous lâchent. Donc, oui, tout à fait. Je rejoins l'avis de Christophe. Hein, c'est important. Informez votre DPO, discutez-en. Tout ce qui a été mis en place sur le web
reste valable, mais dans le cas où vous souhaitez collecter des nouvelles informations, c'est très important d'avoir une validation préalable. Donc, respectez bien tout ce processus afin de vous assurer que vous avez une conformité juridique, bien sûr. L'idée de ce webinaire est bien sûr de vous aider à accélérer et à disposer des bons éléments pour vous aider à convaincre votre DPO, bien évidemment. Alors, vous allez me demander, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Alors, comment le mettre en place? On va vous le détailler dans quelques instants. Sachez que ce n'est pas hyper complexe. On a beaucoup d'idées reçues. On croit que c'est très compliqué. En réalité, oui, c'est un monde nouveau, bien sûr, parce que l'appel des informations se fera d'une autre méthode. Mais dans l'absolu, on est très, très proche de ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'on collecte les informations, on les transmet aux partenaires. C'est simplement la façon dont ça transite que ça change un peu. Et donc, oui, forcément, il y a un peu de travail au démarrage pour faire fonctionner tout ça. On va vous expliquer de manière un peu plus détaillée. Je vais passer la parole à Elias qui va vous expliquer de manière très technique comment le mettre en place. Merci Sarah. Alors, pas trop technique, on va rester quand même assez simple dans les explications. Donc, avant d'aborder la partie mise en place, le fonctionnement. Donc, l'internaute navigue sur le site internet de l'annonceur à travers son navigateur web préféré. Le site de l'annonceur exécute du code au travers du navigateur pour envoyer des signaux à des sociétés tiers, notamment des sociétés de tracking. Ici, pour ce chemin-là, on parle de front-end, c'est la partie publique. Et donc, on prend l'exemple en bleu des signaux effectués via des balises images, des pixels, pour transmettre les signaux des différents événements observés. Mais le site Internet, lui, repose en plus grande partie sur du code interprété par le serveur d'hébergement. Donc, ce code est invisible à l'internaute. On parle de back-end, c'est la partie privée, qui ouvre donc une nouvelle route de collecte, la route en rouge, qui permet de collecter des nouvelles informations qu'on transmet via API. Et le but est de faire circuler les informations d'un serveur à un autre en intégrant le plus de données possible. Exemple, pour les e-marchands qui à l'époque proposaient des moyens de paiement par chèque ou par virement, connaissent bien le S2S, puisque pour valider une transaction qui est faite en dehors du parcours traditionnel, il faut attendre de recevoir le paiement et ensuite de communiquer à son partenaire de tracking que la commande a été bien validée, correctement validée. C'était déjà du serveur-to-serveur à cette époque-là. Donc, pour la route en rouge, l'environnement d'exécution est maîtrisé de bout en bout. Le tracking ne sera pas perturbé par les problèmes de réseau bas débit, les politiques de gestion navigateur, les adblockers, etc. Donc, ce schéma hybride, s'il est bien paramétré, il peut vous offrir une nuée d'informations sur vos utilisateurs et sur votre audience. Et c'est un modèle optimisé pour générer plus de données d'analyse. Donc, c'est pour ça qu'on préconise de garder le first party tracking avec le server-side. Et je rejoins complètement Elias, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment obtenir le maximum actuellement avec un tracking server-side, il faudra quand même vous appuyer sur un minimum de client-side, c'est-à-dire de first-party tracking. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours besoin d'un pixel ID. Donc, on est au début du server-side qu'on appelle hybride. Donc, c'est pour ça qu'on mélange à la fois le client-side et le server-side. Mais on a bon espoir de faire évoluer tout ça dans les années à venir et de ne plus du tout avoir besoin du first-party tracking. Mais pour l'instant, on a encore besoin un petit peu, à tout le moins, pour collecter un pixel ID et bien faire fonctionner. Donc, si vous voulez vraiment tirer un maximum, gardez en tête que c'est plutôt un paramétrage hybride qu'on devra faire. Un full server-side, c'est quelque chose qu'on va retrouver plutôt dans les applications mobiles actuellement. Alors, comment implémenter un tracking en server-side? Alors, je vous présente ici 4 approches possibles. En direct, ce serait vous-même, votre équipe IT, qui viendrait mettre en place complètement l'échange de données, la collecte et la transmission aux partenaires en interne chez vous. Il y a des acteurs du marché qui l'ont fait. Évidemment, ça a un coût qui est assez important parce que votre équipe technique devra tout développer eux-mêmes et s'assurer que toutes les informations sont correctement collectées et correctement transmises. Vous pourriez également le faire via un TMS comme GTM, qui est très connu. Alors, vos équipes techniques adoptent la technologie GTM server-side. Par contre, ça demande un certain paramétrage sur leur interface et ça se déploie via l'interface GTM server-side. Ça demande un bon bagage technique sous GTM.
c'est pas si évident. On a testé l'outil. Il est vrai qu'on s'est retrouvé avec quelques blocages techniques parce que les équipes digitales, l'outil est pas tellement, en tout cas aujourd'hui, est pas tellement user-friendly et ça demande un bon bagage technique quand même pour le faire fonctionner. Côté Tag Commander, donc Commanders Act, le TMS, on l'a fait évoluer très récemment avec la nouvelle plateforme Commanders Act X. On a fait un outil qui est vraiment très simplifié et qui est dédié aux équipes métiers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour vous? On vous a fait une sélection de vos données. Donc, vous allez tout simplement sélectionner, par exemple, sélectionner Awin. Je souhaite envoyer des données à Awin. On vous a préparé ce qu'on appelle un mapping, un automapping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va directement faire le lien entre les informations qui sont disponibles sur votre site web et ce que le partenaire attend comme information. Donc, c'est vraiment vos équipes métiers digitales qui vont rester aux commandes. L'équipe technique ne sera que très, très peu impliquée uniquement pour la première implémentation. Ensuite, tout ce qui est maintenance, vous serez complètement autonome. C'est bien l'objectif. Mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres partenaires aussi. Je pense à Eulerian, à Telium, qui, depuis longtemps déjà, utilisent des technos server-side. La plupart du temps, c'était en interne pour leurs propres solutions, mais parfois, de plus en plus, pour faire fonctionner des solutions de partenaires également avec qui ils pourraient souhaiter transiter des informations. Merci Sarah. Donc pour détailler un petit peu plus les fonctions des contextes d'implémentation et aussi en fonction des solutions utilisées pour déployer ce tracking S2S, la charge de travail sera ventilée entre les pôles métiers en interne et ou le prestataire de solutions. Pour la première colonne, la mise en place en direct par le client, sous-entendu totalement internalisée, elle sera leadée par l'équipe IT. Le pôle juridique, donc la partie légale, se mettra en lien direct avec l'équipe IT pour échanger sur les données à collecter et sur les finalités de traitement. Comme tout le monde se connaît, en théorie, ça va plus vite. Et donc cette partie-là, en interne, on considère que c'est plus facile. Pour un petit exemple, puisque le délai justement est, en tout cas on a mis variable, parce qu'en fonction des clients, ça peut aller de 3 jours si l'équipe est très réactive et si tout le monde se comprend bien, à plusieurs mois, notamment dans le cas où on a des tiers qui s'ajoutent. J'ai l'exemple en tête d'un annonceur qui centralise ses campagnes sur Campaign Manager 360 de Google, où là c'est assez compliqué, puisque ça nécessite de connaître le fonctionnement des macros pour faire transiter les valeurs custom dans l'URL de redirect. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va dire que c'est variable en fonction du contexte. La garantie par contre, c'est qu'en internalisant, les coûts sont maîtrisés, puisque seulement composés de temps passé par les équipes. À l'inverse, pour la partie GTM server-side, qui est différente de GTM client-side, elle est payante, car elle tourne sous l'environnement Google Cloud Platform, comme le précisait Sarah. Le projet sera donc également porté par l'IT. Côté juridique, l'enjeu en termes de RGPD, il est alourdi, puisque Google devient un tiers de traitement du fait des données que vous partagez avec lui. Et surtout, si vous utilisez un outil Google, ça peut signifier la possibilité d'un transfert des données en dehors de l'Union européenne, peut-être en clonant une machine sous GCP dans une autre région, en 2 clics c'est fait. Donc bien attention à tout ça. Et puis si vous cherchez à réduire votre dépendance aux outils Google, notamment Analytics, eh bien l'adoption de GTM server-side, c'est raté. Donc bien réfléchir, puisque ça nécessite une bonne connaissance de Google Cloud Platform par les équipes techniques, nécessite également de bien dimensionner vos instances de calcul, ce qui peut faire grimper la facture assez vite. Je laisse la main à Sarah pour Commanders Act. Oui. Donc, côté Commanders Act, en fait, il faut savoir qu'on fait du server-side depuis bientôt 10 ans, plus ou moins. Et le server-side hybride, donc sur le web, on a tout fait pour vous le rendre très UX, très facile d'utilisation pour vous. Donc, l'ownership, on a veillé à ce qu'il soit au métier. L'équipe technique n'aura pas besoin d'intervenir à chaque fois que vous voudrez intégrer des nouveaux partenaires ou modifier le tracking que vous avez en place. D'un point de vue légal, on a une continuité contractuelle, c'est-à-dire que on va s'assurer que les données sont bel et bien stockées chez nous et ne transitent pas
vers d'autres partenaires, sauf si, bien sûr, c'est ce que vous souhaitez. Le délai de mise en place est archi rapide et on a veillé à être compatible avec les solutions externes, notamment GTM, parce qu'on a remarqué que sous GTM, c'était peut-être pas évident de mettre en place du server-side. Donc, on a fait en sorte pour que notre outil puisse communiquer avec GTM. Donc, si vous êtes déjà sur le TMS GTM, vous n'êtes pas obligé de passer chez Commander Zach pour tout votre TMS. Par contre, si vous souhaitez faire du server-side avec nous, vous êtes les bienvenus. Notre solution est tout à fait compatible avec GTM et d'autres. Côté coût, on est transparent, c'est-à-dire que dès la mise en place, on va estimer votre volumétrie et on va vous faire un cahier des coûts qui peuvent s'appliquer, parce que bien sûr, en fonction de votre volumétrie, les frais ne sont pas les mêmes, mais ça, on va l'estimer dès le début du projet et on est complètement transparent. Vous allez pouvoir voir la grille tarifaire, tout ça, et il n'y aura pas de mauvaise surprise en fin d'année avec une facture qui s'élève au-delà de ce que vous aviez budgété initialement. Et concernant les autres TMS, on a laissé vide car on a très peu d'informations à ce jour. Bien sûr, c'est possible que ça évolue bientôt. Alors, justement, pour citer les autres TMS, notamment Eulerian et Théalium, la partie server-side est disponible. Assez proche de Commander Zach, mais effectivement, nous invitons à vous rapprocher de ces acteurs-là pour avoir plus d'informations. Alors, quelques use cases ici. L'un des plus grands usages qui a porté la mise en place du server-side, c'était tout ce qui est tracking pour les social media, que ce soit Meta, TikTok, Snapchat. Par exemple, Meta, le Facebook KPI, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Chez Commander Zach, on en a mis en place, on doit bien avoir déjà une 50aine de clients qui ont un Facebook KPI en server-side qui est fonctionnel. L'idée, c'est quoi? C'est une manière de continuer à partager les informations clients tout en ayant vraiment une optimisation de ces campagnes de paid search. Pour la partie SEA, le server-side est possible. Il suffira d'une bonne construction des liens en entrée et d'un bon conditionnement de la transmission des informations vers la solution tiers, mais c'est tout à fait possible. Chez Complify, on sait le faire également. Si on souhaite rester full Google, il faudra une bonne configuration GA4 server-side plus un container GTM server-side. C'est tout à fait possible, mais un petit peu compliqué à mettre en place. Côté levier performance, donc affiliation, retargeting et emailing, la distinction notable se situera sur le stockage d'un click ID ou transaction ID en page d'entrée, comme l'a précisé Alioune au début du webinaire, qui assurera le bon suivi des conversions pour le réseau qui est à l'origine du trafic. Et tous les acteurs ici présents, tous mes confrères, sont compatibles avec cette passerelle transaction ID et mise en corrélation avec la conversion effectuée. Pour la partie, pour la partie Criteo, le collecte des informations de navigation est également disponible, donc soit à la volée, soit on va dire en flux global. Il faut se rapprocher de la documentation technique de Criteo pour en avoir un petit peu plus d'informations. Et côté analytics, bien sûr, on n'oublie pas l'analytique qui est quand même l'une des grandes bases de notre métier. Alors, le server-side va être compatible avec toutes les grandes solutions très connues du marché, telles que GA4, Piano Analytics, qui est autrefois connu sous le nom d'AT Internet, Matomo, qui a vu sa cote de popularité grimper en flèche depuis que le CNIL nous a mis dans les solutions recommandées. On a également tout ce qui est campagne d'attribution, les Eulerian, les Visali, etc. Tout ça, c'est des groupes, des familles qui sont de plus en plus capables de travailler en server-side, qui sont moteurs et qui viennent parfois même nous contacter directement pour travailler en collaboration avec nous, pour qu'on prépare quelque chose qui soit compatible entre ce que l'on nous collectons comme information et ce qu'eux attendent sur le bon format, bien entendu. Elias. Pardon, excusez-moi. Donc nos recommandations d'abord sur la partie business. Donc il faut définir les métriques souhaitées, donc les objectifs visés avec le partenaire.
et votre plateforme de tracking S2S pour définir votre plan de mapping. Ça ne change pas du first party tracking. Il faut un bon plan de mapping bien défini au départ. Et surtout, ne pas oublier que le marché de la publicité en ligne, il évolue lentement vers un monde sans cookies, c'est-à-dire une phase de transition, et donc d'accepter de maintenir les deux chemins, donc les tracking actuels JS Images, en plus du SES pour privilégier le maximum de captation d'informations. Au niveau de l'organisationnel, on vous recommande bien sûr d'avoir la validation de votre DPO. On n'oublie pas le légal dans tout ça, c'est quand même très important. Mais je vous recommande également de nommer un leader de projet. Il va être en charge de veiller au bon déroulement de cette migration, de cette mise à jour de votre tracking. Et également, organisationnel, pensez au mapping des données. Quelles données souhaitez-vous collecter pour quel partenaire? Ça, c'est important d'y penser dès le départ. Peut-être que votre data layer sur le web est incomplet. C'est l'occasion de l'alimenter davantage, le fournir un peu plus avec des informations qui vont être tout à fait pertinentes pour vos partenaires. Sur la partie technique, donc je reprends un point de Sarah, c'est effectivement extrêmement important d'avoir un interlocuteur technique, en tout cas de bien prioriser le projet pour fluidifier les échanges. Et il faut donc définir les paramètres à capturer et à qui on transmet quoi. Donc bien conditionner ce qu'on veut envoyer en fonction de la page d'entrée, en fonction des données mises à disposition sur le site. Il faudra également, même si tous les acteurs ici présents ont des infrastructures haute disponibilité et savent gérer les montées en charge, il faudra quand même s'assurer que les montées en charge soient couvertes par votre partenaire. Nous préconisons d'effectuer les transmissions d'informations à la volée, donc au fil des événements, sans passer par une gestion de queue, pour ne pas rallonger les durées de calcul et donc la remontée, et donc forcément le calcul du reporting. Et nous préconisons également de mettre un time-out de sécurité ou d'effectuer les requêtes serveur-to-serveur en arrière-plan. C'est une sécurité supplémentaire pour éviter toute avarie d'un partenaire, pour mieux s'assurer. On ne sait jamais. Comme avant, la CMP et tous les autres critères de consentement doivent être récoltés et conditionner la transmission des informations au bon vouloir de l'internaute. Ça, c'est vraiment primordial à conserver. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, on a déjà une sur laquelle une réponse a été apportée. Je vais prendre trois questions qui sont restées. C'est une question qui est sur comment se passe la déduplication en S2S, donc en server-side. Comment ça se met en place, mettre en place du server-side? Est-ce que ça permet également de faire de la déduplication? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Pour les outils concurrents, je n'aurai pas forcément la réponse. Par contre, chez Commander Zack, je peux vous garantir que la déduplication fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fonction des règles que vous allez paramétrer sur l'interface, vous serez capable de déclencher un envoi d'informations uniquement si l'utilisateur provient vraiment d'une campagne. Et ça, c'est des règles que vous pouvez créer vous-même sur l'interface pour vous assurer que les partenaires ne reçoivent que les conversions qui les concernent vraiment. Yes, donc en fait, c'est le même fonctionnement que de conditionner ou de mettre en place des règles de dédupe sur la partie client-side, sauf qu'au lieu de conditionner ou de dédupliquer par rapport aux pixels, ça se fait du côté des appels serveurs. Donc, pas de changement par rapport à la méthode traditionnelle. Autre question, quel TMS permettent la mise en place? On a vu tout à l'heure justement un petit tour. Donc là, en l'occurrence, Commander Zack est présent ce matin. Donc il y a une explication détaillée. Comme le disait tout à l'heure Elias, il y a également d'autres TMS qui, au fur et à mesure, se sont tous mis à être compatibles avec le server-side. Voilà, maintenant, c'est de regarder la logique de coût et comment tout ça peut bien se mesurer. Autre question, quelle solution est la plus simple à mettre en place côté annonceur et éditeur? Alors, quelle solution? Ça dépend ce qu'on appelle solution. En gros, ce que présentait Alioun, il y avait la logique du format hybride et il y a une autre question qui est arrivée juste après sur le format hybride. La logique du format hybride est la solution la plus simple à mettre en place et c'est un des avantages de la solution hybride, c'est que mettre en full server-side, c'est quelque chose qui peut
être assez complexe aujourd'hui. Par contre, faire du format hybride, ça veut dire que c'est un pixel ou un script unique qui va être placé et qui, lui, va générer des appels d'un côté serveur, et c'est ce côté serveur qui, derrière, va appeler les différents partenaires. C'est-à-dire que contrairement au format client-side, où vous allez avoir les différents scripts, les différents pixels de tous les partenaires qui vont être intégrés soit en direct ou soit via votre TMS, mais au final, c'est quand même eux qui vont être appelés par le biais du navigateur. Le server-side, en fait, vous allez avoir en format hybride, vous allez avoir un seul script qui va être placé, ce qui permet une simplicité, on va dire, de mise en place. Ce script va appeler le serveur, mais c'est uniquement lui qui va appeler le serveur, et c'est à partir de ce serveur que vont être faits les appels vers les différents partenaires. Donc, par rapport à la deuxième question sur le format hybride, qui est pourquoi il est nécessaire de maintenir un tracking hybride, c'est déjà ne serait-ce que pour la mise en place, ça permet de le faire plus facilement et plus simplement, de façon à pouvoir concrètement le faire. Et ne faire que du first party n'est pas suffisant parce que, comme on voyait juste avant, l'ITP d'Apple limite à 24 heures le cookie first. Donc, faire uniquement du first party cookie ne vous donne pas une lecture globale de vos données. Je regarde s'il y a une dernière question qui est arrivée ou pas. Hop. Quelle est la finalité concernée par le tracking lors de la collecte de consentement? Alors là, pour le coup, ça va dépendre des partenaires que vous mettez en place. Quelles sont les finalités de chacun des partenaires, parce que le tracking est juste un moyen qui va permettre d'alimenter plusieurs partenaires. Donc après, c'est de poser la question c'est un peu le mapping des données dont parlait Sarah, de se dire quelles sont les données, quelles sont les finalités, les objectifs de chacune des données, quels sont les partenaires vers lesquels vous allez renvoyer. Donc c'est pour chacune. Le tracking en soi n'a pas de finalité, c'est par rapport aux différents objectifs que vous allez avoir. Le first party cookie reste obligatoire pour le S2S. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste que ça permet une facilité de mise en place. Et pourquoi ne pas se baser sur l'intérêt légitime? Alors là, après, du coup, ça va dépendre de chacun des leviers, chacun des sujets d'acquisition. Je suis à votre disposition si vous voulez rentrer dans ces sujets d'intérêt légitime versus est-ce que c'est un service expressément demandé par l'utilisateur et tous ces aspects bien particuliers des lignes directrices de la CNIL. Je pense que mes camarades également seront disponibles pour rentrer dans ces points de détail. L'intérêt légitime n'est pas forcément quelque chose qui peut être utilisé pour chacun des sujets, chacun des arguments. La CNIL veille à ce que ce ne soit pas le cas. Je vais juste... Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport aux questions de votre côté. Alors, pour compléter ce que disait Christophe sur justement la nature, en fin de compte, il y a deux dimensions qu'il faut prendre en considération par rapport à l'intérêt légitime et par rapport à la question précédente. C'est la nature de la donnée et au-delà de ça, si elle est individuelle ou si elle ne l'est pas. Et donc, c'est ces éléments qui vont permettre d'apprécier à un moment donné la manière dont je vais pouvoir transmettre cette donnée, si j'ai la possibilité de transmettre cette donnée, si elle est soumise à un consentement ou pas. Donc, il y a ces deux dimensions à appréhender à chaque fois qu'on collecte de la donnée, au-delà même de la finalité. Merci Thibaut. Pour conclure, parce que le temps passe, c'est rare. J'aimerais juste repréciser quelque chose, Christophe, Ouais. par rapport à la nécessité de maintenir le tracking hybride. Petit moyen mémotechnique par rapport au first party, au third party. Finalement, nos métiers sont la mise en relation entre un utilisateur, un internaute et une marque. Donc la marque étant la first party et par convention l'internaute le second party. Tous les parties suivants, tous les tiers sont des third party. Et le fait d'avoir un tracking first party permet d'identifier les cookies de tracking comme étant propres au site de l'annonceur, donc traités différemment par les navigateurs, même sous l'ITP, même si tu l'as précisé avec cette durée d'expiration à 24 heures. C'est quand même important de le conserver puisque le cookie first party va encore durer un bon moment et c'est un des moyens les plus faciles pour réconcilier pour l'instant les transactions. Merci Elias pour cette précision. Pour conclure, donc, comme on a pu le voir, donc, on est quand même dans une période où les lieux de présence sur le digital n'ont jamais été aussi nombreux, ni les internautes, ni les consommateurs. Donc, il ne faut pas remettre en question le fait de devoir faire du tracking et de l'acquisition, parce qu'en fait, on est juste dans une période où il n'y a jamais eu autant d'endroits où vous exposez ou être présent pour toucher ces différents consommateurs.
Donc, j'aime bien regarder le verre à moitié plein, mais on est vraiment dans une période qui est plutôt faste pour permettre justement d'optimiser, d'améliorer votre présence sur le digital. Oui, c'est nouveau. Comme on a pu le voir, cette logique de tracking est perturbée par les contraintes techniques et les contraintes légales, ou en tout cas, pas forcément des contraintes, mais en tout cas des réglementations qui vont protéger les utilisateurs. Donc, il faut utiliser ça aussi comme étant une opportunité. Mais ce n'est pas forcément compliqué. Il y a une politique de changement à mettre en place. La bonne nouvelle, c'est que le modèle hybride, justement, permet de faire cette bascule progressivement et pas de basculer en full server-side de manière très complexe. Le modèle hybride permet de faire cette bascule assez simplement. Et petit point quand même d'alerte, c'est qu'il ne faut pas traîner parce qu'à tout moment, dans les mois qui viennent et les quelques mois qui viennent, Google peut faire l'annonce de la fin officielle des cookies tiers sur Chrome. Donc Apple l'a déjà fait, Google peut le faire très rapidement. Donc il ne faut pas traîner pour vous y préparer parce que c'est quand même un sujet important. Donc, je vous remercie pour votre présence. Alors, je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut revenir à un impact avec les outils d'A/B testing? Après, je ne sais pas si Sarah, tu as un commentaire ou une réponse à apporter sur ce point. Est-ce qu'il y a un impact sur les outils d'A/B testing par rapport au server-side? Alors, évidemment, tout ce qui est A/B testing visuel, effectivement, oui, ça peut être un peu complexe à mettre en place avec server-side, puisque on demande d'afficher des éléments sur une page web alors qu'on communique serveur to serveur. Donc, oui, forcément. Par contre, je sais qu'on travaille actuellement sur le connecteur A/B testing et que ce sera compatible très prochainement avec notre plateforme. Donc, oui, ce sera possible, même si au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit disponible. Ok, bon, ça fait partie des chantiers qui sont en cours pour justement améliorer tout ça. Merci à vous, merci à tous. On est dans le timing. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Et on vous souhaite une bonne journée et à dans 3 minutes pour le deuxième webinaire sur le marketing responsable digital. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.